présentateur, c'est le traitement de la goutte en 2018. Alors, pourquoi ce choix de sujet? Eh bien, parce que la goutte a été longtemps la pathologie la plus négligée et oubliée qui soit. Et pourtant, c'est le rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent. Et en plus, c'est un rhumatisme inflammatoire qui peut être assez grave, puisqu'il va induire une atteinte rénale, et que c'est un facteur de risque cardiovasculaire à part entière. Alors, les chiffres de gouttes dans le monde sont en train d'exploser littéralement. Et pour vous donner un ordre de grandeur, eh bien, la goutte dans le monde, elle compte, en termes de prévalence, 2 à 4 fois la prévalence de la polyarthrite rhumatoïde. En plus, c'est le rhumatisme qui a la pire prise en charge et les traitements sont souvent suboptimaux, malgré qu'il y a des traitements qui sont efficaces, qu'il y a de nouveaux traitements qui arrivent et puis qu'il y en a d'autres en cours de développement. Alors, il y a 3 volets thérapeutiques pour le traitement de la goutte, le traitement de l'accès, le traitement hypouricémiant et les traitements complémentaires. Et pour commencer pour les traitements de l'accès, je vais faire une entorse à la règle et je ne vais pas vous parler de colchicine, mais d'INS et de prednisone. Alors, il y a eu donc une étude comparant la prednisolone et l'indométacine dans le traitement de la crise goutteuse. Et ces 2 molécules ont été très efficaces et ont montré une efficacité, une tolérance tout à fait comparable. Mais tenez-vous bien, c'est de l'indométacine à 150 mg par jour, messieurs, dames, c'est la dose maximale, et c'est de la prednisolone à 30 mg par jour. Alors rassurez-vous, c'est que pour 5 jours. Alors il n'y avait pas eu d'effet indésirable notable dans cette étude. Alors, autre INS et autre dose de corticoïdes, cette fois-ci, c'est le prednisolone 35 mg par jour et c'est du naproxène et pareil, c'est des doses de cheval, c'est 1000 mg par jour, pendant 5 jours également. Et donc, toutes les 2 études ont montré une efficacité et une tolérance qui était tout à fait acceptable et avec donc des effets tout à fait comparables. Alors, j'en arrive à la colchicine. Je ne pouvais vraiment pas faire l'impasse sur la colchicine, mais je ne vais pas vous parler d'efficacité, elle n'est plus à démontrer, mais je vais vous parler de dose. Et je vais essayer de vous faire adopter les faibles doses, puisque dans cette étude, quand on a comparé la dose de 1,8 mg, donc le premier jour de l'accès, versus 4,8 mg par jour, eh bien, on s'est rendu compte qu'en termes d'efficacité, les 2 doses étaient tout à fait efficaces, avec cependant beaucoup plus d'effets indésirables avec la dose élevée et donc pourquoi pas adopter la faible dose, surtout que maintenant les recommandations internationales elles sont claires, elles nous disent donner de petites doses et je vais surtout parler de la recommandation EULAR de 2016 qui nous dit eh bien le jour de l'accès donner 1 mg, un comprimé et puis une heure après un demi-comprimé et puis les jours suivants 0,5 à 1 mg et ça doit être tout à fait suffisant pour traiter l'accès goutteux. Alors, bien sûr, plus tôt on introduit cette colchicine et meilleure sera l'efficacité. Donc, on conseillera aux patients d'avoir la colchicine à portée de main, enfin dans le sac à main, dans la table de nuit et tout ça. Alors, je ne pouvais pas ne pas vous parler d'anti-L1 et 3 molécules sont disponibles, mais seulement 2 ont montré leur supériorité dans le traitement de l'accès goutteux et seul le canakinumab a eu l'AMM américaine et européenne pour l'indication crise de goutte. Et donc, quand on a comparé du canakinumab 150 mg, donc qui se donne en sous-cutané en une seule prise, versus une injection intramusculaire de triamcinolone à 40 mg, qui est donc une dose assez importante de corticoïdes, eh bien, l'anti-L1 a été vraiment beaucoup plus efficace. Et donc, n'oublions pas surtout que les anti-L1, c'est plutôt des biologiques, et donc ça suppose quand même la recherche d'infections occultes, ça suppose un certain risque infectieux. À ceci s'ajoutent les coûts et puis la disponibilité, et donc ça fait vraiment réserver ces traitements-là aux crises plutôt réfractaires ou aux contre-indications majeures des autres molécules classiques. Alors, il y a une autre option thérapeutique qui a été rapportée dans les recommandations de l'AR 2016, et à mon avis, elles sont très intéressantes pour nous qui ne disposons pas d'anti-L1, c'est associer colchicine et INS, ou colchicine et prednisolone, et donc ça permet quand même de juguler pas mal de crises récalcitrantes. Alors, j'en viens au traitement hypouricémien en eux-mêmes.
Et alors j'aime bien cette image piquée donc, dans la lettre du rhumatologue de la baignoire qui représente le pool d'acide urique dans le corps. Et donc comment on peut essayer de faire baisser ce pool, soit en essayant donc d'inhiber la xanthine oxydase et donc d'inhiber les purines endogènes. On peut également donc inhiber l'apport alimentaire. On peut également favoriser cette stimulation d'acide urique par les voies urinaires en favorisant donc les transports urinaires. Et puis on a toujours cette solution d'appoint, ce petit seau qui est donc à côté et qui est vraiment la solution de dernier recours, donc les uricases. Alors, avant d'entamer les traitements hypouricémiants en eux-mêmes, est-ce qu'il faut traiter l'hyperuricémie asymptomatique ? Eh bien, la réponse est clairement non, parce que finalement, on s'est rendu compte que seuls 10 à 15% des gens avec une hyperuricémie qui auront des accès articulaires secondaires de microcristaux. Et seulement 42% de personnes avec une hyperuricémie qui dure, qui auront des dépôts de microcristaux en échographie, mais qui sont sans traduction clinique. Et donc, pour vous montrer un peu l'importance de la chose, sur cette courbe de Kaplan-Meier, on a trouvé que des patients qui avaient jusqu'à 10 mg et plus d'acide de uricémie, au bout de 10 ans d'évolution, il y a plus que 50% qui n'ont toujours pas déclaré leur goutte. Et donc, ça nous fait un peu penser à cette histoire naturelle de la goutte, comme on a évoqué un peu l'histoire naturelle de l'APR, où on a des patients, enfin des individus plutôt avec une hyperuricémie. Certains seulement feront des dépôts microcristallins intraticulaires, et puis certains seulement feront des accès goutteux, et puis qui pourront passer à la chronicité dans un deuxième temps. Alors, deuxième question qui mérite vraiment réponse, est-ce qu'on traite dès le premier accès ou le deuxième accès ? Eh bien, il y a eu un consensus de toutes les recommandations internationales pour traiter la goutte avec les accès récidivants, la goutte topacée, les arthropathies goutteuses et les thiases rénales. Mais il y a vraiment une discordance pour traiter dès la première ou la deuxième. Alors, les Américains, en 2012, ils ont tranché, ils ont dit on traite dès les deuxièmes accès goutteux. Par contre, la nouveauté nous vient des Européens qui peuvent considérer un traitement dès la première présentation de la maladie et donc dès le premier accès goutteux. Alors, privilégier donc cette introduction précoce, d'autant plus qu'on a des patients jeunes qui ont des comorbidités ou que le taux d'uricémie donc est important, supérieur à 480 micromoles par litre. Alors, est-ce que nous sommes en train de bien traiter nos patients ? Toutes les recommandations nous disent traiter donc tout target. Eh bien, nous en sommes vraiment loin parce qu'on s'est rendu compte que seulement 20 à 40% des goutteux ont vraiment un traitement hypouricémiant. Et seulement, parmi ces patients-là qui ont un traitement hypouricémiant, seulement 30% ont une uricémie selon cible recommandée inférieure à 6 mg ou 360 micromoles par litre, avec en plus un très faible maintien thérapeutique à 1 an. Et donc, venons-en au traitement hypouricémien en eux-mêmes. Alors, je vais commencer par l'inhibiteur de la xanthine oxydase, et notamment par l'allopurinol. Ce bon vieux allopurinol qui est de toute première efficacité s'il est bien utilisé et à bon escient, comme le montre cette étude de 106 patients qui ont eu une prise en charge thérapeutique adéquate, avec éducation, règles hygiéno-diététiques et traitement hypouricémiant. Et le but des auteurs était d'avoir donc moins de 70% de cibles thérapeutiques, donc de patients avec une cible thérapeutique à 360 micromoles à 1 an. Et donc, au bout d'1 an, le pari a été plus que remporté, puisque 92% ont eu une bonne réponse thérapeutique et quasiment 80% étaient sous allopurinol et seuls 16% étaient sous febuxostat et 5% sous benzbromarone. Et ces traitements-là étaient vraiment donnés qu'en cas d'effet indésirable ou d'inefficacité. Et donc, cet allopurinol, il est efficace, mais il a un vrai handicap, c'est cette dose de 300 mg à laquelle nous tenons comme à la prunelle de nos yeux. Pourtant, cette dose de 300 mg, eh bien, c'est seulement 50% d'efficacité, alors qu'on peut très bien augmenter, et que des doses de 600 à 800 mg, eh bien, c'est jusqu'à 80% d'efficacité, surtout que nous savons que nous avons la possibilité de titrer jusqu'à 800, voire 900 mg. Alors, le deuxième grand handicap, à mon avis, de l'allopurinol, c'est la toxicité
cutanée, et ça survient surtout les 3 premiers mois, ça survient surtout en cas d'insuffisance rénale chronique pour les fortes doses. C'est ce qui a amené donc à faire des recommandations dans le sens où il faut commencer à toute petite dose, 50 voire 100 mg par jour, et puis y aller doucement. On va augmenter toutes les 4 semaines avec des paliers de 5 à 100 mg, et quand on augmente progressivement et qu'on diminue vraiment petit à petit, enfin on commence petit et on augmente progressivement, et bien là on diminue non seulement le risque de poussée, enfin de crise gouteuse, mais en plus le risque de toxicité cutanée. Alors, le deuxième inhibiteur de la xanthine oxydase, c'est le febuxostat. Il est métabolisé par le foie et donc ça a un gros avantage en cas d'insuffisance rénale modérée. Il n'y a pas d'allergie croisée avec l'allopurinol. Mais est-ce qu'il est vraiment supérieur à l'allopurinol? Eh bien, au fait, il y a eu des études comparant. Il y a eu donc une étude notamment comparant 3 bras. Febuxostat 40, febuxostat 80 mg et puis allopurinol, toujours cette bonne vieille dose de 300 mg. Eh bien, la différence significative était entre 80 mg de febuxostat et 300 mg d'allopurinol. Par contre, si on se dit, est-ce que vraiment febuxostat est meilleur que l'allopurinol? Eh bien, si on compare la dose de 40 mg, qui n'est pas optimale pour le febuxostat, eh bien, elle est tout à fait comparable par rapport au 300, qui n'est pas une dose optimale pour l'allopurinol non plus. Et donc, il n'y a vraiment pas de différence entre les deux. Il n'y a pas de supériorité clinique et il n'y a pas de rentabilité, vu que c'est beaucoup plus cher. Et donc, au fait, l'allopurinol, quand il est bien utilisé et bien titré, est bien efficace, est bien aussi efficace que le febuxostat, et le febuxostat garde son indication pour l'insuffisance rénale chronique. Donc c'est ce qui a fait que les guidelines, maintenant, enfin les guidelines européennes et britanniques recommandent le febuxostat seulement en 2e ligne. Alors, la deuxième grande famille d'hypouricémiants, ce sont les uricosuriques. Alors, ils ont une action de facilitatrice des transports de l'acide urique tubulaire. Elles peuvent être utilisées en monothérapie ou en combinaison. Il y a 3 molécules, donc le probénécide, le benzbromarone, et le petit nouveau, c'est le copain, donc le lésinurad. Alors, il y a un risque de lithiase rénale avec les 3. Le benzbromarone a un certain avantage de pouvoir être utilisé en cas d'insuffisance rénale modérée. Alors, le benzbromarone a aussi un avantage d'être vraiment efficace et vraiment supérieur donc au probénécide quand il a été utilisé. C'est des goutteux non contrôlés par la fameuse dose de 300 mg. Alors, seulement cette utilisation des diurétiques, des uricosuriques, a été vraiment limitée par leur disponibilité. Le benzbromarone a été retiré du marché. Et en Tunisie, moi, je suis allée dans le site de la PCT et devinez un peu, on n'en a pas. Alors, donc, je passe au lésinurad et je me suis dit que finalement, à mon avis, dans le futur, on va compter de plus en plus avec les uricosuriques. Et donc, le lésinurad a montré qu'il pouvait être utilisé en monothérapie, mais aussi en combinaison avec les inhibiteurs de la xanthine oxydase. Et ça permettait de diminuer le risque de lithiase urinaire. Et donc, quand il a été utilisé en association avec l'allopurinol, eh bien, ça a été quand même donc significativement plus efficace que l'allopurinol seul, avec des effets indésirables tout à fait comparables. Et puis, pareil, il a été utilisé avec le febuxostat. Et là aussi, il a montré une efficacité donc significativement plus importante qu'avec le febuxostat tout seul. Alors, n'oublions pas ces uricosuriques mineurs qui peuvent nous rendre qui peuvent être d'un appoint en cas d'HTA ou de dyslipidémie, comme le losartan, la modipine, les phenofibrates et les statines. Alors, j'en viens au dernier recours, un autre petit saut de sauvetage, c'est l'uricase. C'est la pégloticase qui est une uricase pégylée qui convertit donc l'acide urique en allantoïne. Elle est vraiment en traitement de gouttes réfractaires. Elle est limitée aussi par l'utilisation, par la disponibilité. Elle serait disponible qu'aux États-Unis et par la production d'auto-anticorps. Et les recommandations la laissent vraiment en quatrième ligne, après avoir essayé 2 inhibiteurs de la xanthine oxydase, un uricosurique et une association uricosurique et inhibiteur de la xanthine oxydase.
Alors, est-ce qu'on peut introduire un traitement hypouricémiant au cours d'une d'une crise de goutte, ou faut-il vraiment être loin? Classiquement, on nous disait qu'il faut éloigner le traitement donc de 2 à 4 semaines. Eh bien, il y a eu quelques études qui étaient vraiment en faveur d'une introduction concomitante, mais avec des courtes séries. Donc les recommandations sont vraiment ne sont pas vraiment univoques. Enfin, il n'y a pas un accord, mais on sait qu'il vaut mieux éviter de commencer, si on peut, le traitement en même temps que la crise, parce que ça favorise la douleur, la survenue d'autres crises. Mais si on a un patient chez qui on a des crises subintrantes ou des patients qui habitent loin, eh bien, il faut dédramatiser cette introduction précoce et y aller. Alors, il y a toujours le consensus donc, de faire la prophylaxie du traitement hypouricémiant, parce qu'on sait très bien que le paradoxe du traitement fait que quand on diminue rapidement l'uricémie, eh bien, on va pouvoir mobiliser ces microtrophies qui existent dans la membrane synoviale et on va favoriser l'apparition de crises. Et donc, le consensus, c'est d'utiliser au moins 6 mois et la colchicine, à un demi, voire à un comprimé, garde encore sa première place. Alors la dernière mesure thérapeutique, les mesures complémentaires, il faut dire à nos patients qu'il faut changer de style de vie, favoriser l'exercice, l'hydratation et faire un effort sur le régime alimentaire. Et alors j'ai tenu à vous préciser que pour le régime alimentaire, il faut vraiment faire attention au soda, aux jus de fruits et à tout ce qui contient un excès de fructose. Et ces jus-là vraiment foisonnent dans notre pays. Il faut vraiment essayer de sensibiliser nos patients. Alors, avant de conclure, reste-t-il un challenge pour la goutte? Eh bien, à mon sens, oui. Le grand challenge, comme l'a montré cette revue systématique, c'est l'observance. Elle est de 10 à 46%. Et plus les patients sont jeunes et moins ils ont de comorbidité, eh bien, moins ils sont observants. Et donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire dans ce sens-là. Et je pense qu'on peut faire des choses, comme l'a montré cette étude, où on a pris 106 patients avec une dégoutte assez sévère, taux facé, et il y a eu 1 heure de consultation avec le rhumato, et le rhumato a tout expliqué. La maladie, le pourquoi du comment on commence le traitement, c'est quoi la cible thérapeutique, quel est le risque sur les articulations, quel est le risque sur le rein. Et sorti de cette heure de consultation, il y a eu un entretien avec une infirmière pendant 20 minutes qui a essayé de renforcer ces messages déjà délivrés par le rhumatologue. Et après, il s'est fait un suivi seulement avec l'infirmière, soit qui a été personnalisé, donc soit par téléphone, soit un suivi présentiel. Et on s'est rendu compte qu'au bout d'une année, 92% avaient atteint leur cible thérapeutique. Et donc, pour conclure, je pense qu'une prise en charge optimale de la goutte est tout à fait possible. Les traitements seront disponibles. Il y a de nouveaux traitements qui arrivent. On dispose aussi de recommandations de bonnes pratiques. Alors, cette prise en charge optimale, elle est tributaire d'une stratégie treat to target qu'on devrait adopter et d'une éducation et d'un accompagnement des patients. Et si les rhumatologues de par le monde ont adopté cette cause, je pense que nous, rhumato tunisiens, on ne devrait pas rester en reste.